Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h au sommaire de cette édition. Conférence internationale sur la Libye, Abdelkader Msahel rappelle les avertissements d'Alger avant la chute du régime libyen et réaffirme la position constante de l'Algérie sur le sujet. Deuxième et dernier jour des travaux de la réunion d'Afripol d'Alger, une journée marquée par la signature des textes de loi portant création de cette structure. Les participants adressent une lettre de remerciement au président Abdelaziz Bouteflika. Levée de rideau sur les assises nationales sur l'aménagement du territoire au Palais des Nations, les moyens de désintoxiquer l'économie du fioul et le réaménagement du territoire y seront débattus. International régional en France, le visage politique français est-il en train de changer? Élément de réponse dans ce journal. Voici pour les titres, mais avant, le chef de l'État a convoqué le collège électoral pour le mardi 29 décembre 2015 en vue de l'élection pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation. Pour être éligible, il faut être membre de l'Assemblée populaire communale APC ou de l'Assemblée populaire de Wilaya APOE et avoir l'âge d'au moins 40 ans. La durée du mandat est de 6 ans et la Chambre est renouvelable pour la moitié tous les 3 ans. À Rome, Abdelkader Msahel, qui n'a pas mâché ses mots pour rappeler les avertissements d'Alger avant la chute du régime d'El Kadhafi, a réaffirmé que la politique d'Alger sur ce sujet est constante. Elle est fondée sur le respect des principes de la souveraineté, de la non-ingérence, de l'intégrité territoriale et de l'unité nationale de la Libye. Compte rendu de Abdelhak Bouatoula. Dans son intervention à la conférence internationale sur la Libye, M. Msahel a rappelé, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, la position constante de l'Algérie au règlement de cette crise à travers la solution politique, fondée sur le respect des principes de la souveraineté, de la non-ingérence, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale de la Libye et de la cohésion de son peuple, devant conduire à l'urgence de la mise en place du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli pour combler le vide institutionnel en Libye. M. Msahel a souligné à cette occasion que le terrorisme et ses connexions criminelles se nourrissent et se répandent de l'absence d'un État capable, fort et juste. Il a appelé l'ensemble des Libyens à s'approprier la solution politique et à prendre en main leur destin en transcendant leurs différends et divergences pour faire valoir l'intérêt suprême du peuple libyen qui aspire à vivre dans la paix, la sécurité et la stabilité. Enfin, il a exhorté la communauté internationale et les Nations Unies à accompagner ces efforts de reconstruction de l'État et d'amélioration des conditions socio-économiques du peuple libyen. Levée de rideau sur les assises nationales sur l'aménagement du territoire au Palais des Nations sous le thème de la dynamique territoriale, une alternative pour un développement économique durable. Pendant 2 jours, 2 sujets seront traités. Le premier portera sur les moyens de désintoxiquer l'économie du fioul et le second sur le réaménagement du territoire. Vous savez, un nouveau plan sera exécuté dans 15 ans. Neriman Rezgan. Organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat sous le slogan « La dynamique territoriale, une alternative pour un développement économique durable », les assises porteront également sur la possibilité d'actualiser le plan national d'aménagement du territoire en vue d'explorer des perspectives sérieuses et promoteuses à l'horizon 2030. La rencontre réunissant plus de 1200 participants a porté sur les moyens de construire une économie nationale diversifiée en se basant sur 5 secteurs essentiels alternatifs que sont l'agriculture, l'industrie, le tourisme, les services et le savoir. Une feuille de route consacrée à la relance du tourisme en Algérie pour en faire un secteur générateur de richesse et de développement durable sera élaborée à la faveur de cette rencontre. Il est donc évident que les grandes assises de l'aménagement du territoire permettront de mettre en adéquation l'économie nationale avec les choix en matière de foncier, de l'investissement et du découpage administratif dans la mesure où ce sont désormais les considérations économiques qui détermineront la pertinence de l'exploitation des différentes aires et non pas des décisions administratives. Environnement toujours, et cette fois on va parler de matériaux du BTP avec la rencontre internationale qui a eu lieu à l'université Saad Dahleb de Blida. Il s'agit de la 13e conférence arabe sur l'engineering de la construction. Unanime, sur place, les experts en bâtiment et engineering se sont prononcés en faveur de l'utilisation de matériaux amis de la nature et non polluants dans le secteur du bâtiment et de la construction. Déjà exploités en Europe et en Asie et en Amérique du Nord, ils sont absents dans les pays arabes et pourtant, en plus d'être non polluants, ces matériaux sont bon marché pour peu qu'on sache les choisir en tenant compte
des conditions environnementales de chaque pays, a précisé le président du comité d'organisation permanente de cette conférence. Chute du marché de l'immobilier privé plombé par les programmes publics de l'habitat. En 2015, ce marché a chuté de 10% par rapport à 2014, indique une enquête établie par l'APS. D'après le président de la Fédération nationale des agences immobilières, cette chute va se poursuivre. À court terme, il table pour une chute des prix de 30 à 40%. Deuxième et dernier jour des travaux de la réunion des chefs de police africains, journée marquée par la signature des textes de loi dirigeant et structurant le mécanisme africain de coopération policière AFRIPOL pour lancer la coopération policière continentale et lutter ensemble contre le terrorisme, le crime organisé et le trafic de drogue, les principaux fléaux qui minent le continent. Sujet de Neriman Razgan. À l'ouverture de la réunion, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Badoui, a réaffirmé la ferme volonté de l'Algérie d'œuvrer avec les autres partenaires à la promotion d'AFRIPOL et au renforcement de la coopération entre les pays du continent en matière de lutte contre le crime organisé transnational. Sur place, le commissaire du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Ismaël Chergui, a reconnu le mérite de la création d'AFRIPOL pour le continent, un mécanisme qui servira selon lui au niveau continental à assurer la coordination et la coopération des services des polices africaines. Profitant de sa tribune, Ismaël Chergui a rappelé que la situation en Afrique s'aggrave davantage avec la progression du terrorisme, la traite des hommes, le trafic d'armes et de la drogue, la cybercriminalité, ainsi que de nouveaux aspects du crime organisé transformant le continent en un point de passage international des différentes activités de contrebande. Confirmant ces propos, le secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, a rappelé la similitude des fléaux du monde arabe avec ceux des pays africains, dont entre autres la migration clandestine. Pour les contrer, Nordine Badoui a insisté sur la disponibilité d'Alger à mettre à profit son expérience et ses capacités en la matière, une expérience requise et reconnue à l'échelle internationale, notamment en termes de lutte contre le terrorisme. La première journée de la réunion des chefs de police africains a été marquée par l'inauguration du siège d'AFRIPOL par le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, en présence des représentants des polices de plus d'une quarantaine de pays africains. Et en marge de la réunion d'AFRIPOL a été présentée les nouvelles chambres de garde à vue pour personnes interpellées, présentées par la Direction générale de la Sûreté nationale. Il s'agit d'un système intelligent des chambres de garde à vue. Il comprend des caméras infrarouges pour assurer le contrôle de nuit, ainsi que des indicateurs de la température de la chambre, du taux d'humidité et des heures que la personne interpellée devra encore passer. Cette expérience vise à appuyer les droits de l'homme et préserver la dignité des personnes interpellées, des deux sexes et de différentes catégories d'âge. Et puis le fait divers de cette édition, avec une panne dans les rames d'Alger. Aujourd'hui, le métro d'Alger s'est arrêté brusquement à hauteur du jardin d'essai, un arrêt provoqué par les agents du métro d'Alger lorsqu'ils se sont aperçus qu'une personne est tombée subitement sur les rails au moment où le métro arrivait. Et pour la secourir, les agents ont forcé le métro à l'arrêt en coupant le courant. Bravo aux travailleurs du métro d'Alger. Dans l'actualité internationale, la configuration politique française est-elle en train de changer? La question se pose et s'impose au lendemain du deuxième tour des régionales, marqué par un premier tour remporté par le parti de l'extrême droite, le Front National, au détriment des deux grands partis classiques, la droite et la gauche. Un classement revu au deuxième tour au profit de la droite. En dépit de sa défaite, le FN progresse, un chemin tout fait pour la présidentielle de 2017. Djaouda Abbas. Au premier tour, avec un taux de participation de 49% sur toute la France, le Front National s'est placé en tête de liste dans 6 régions, faute d'une forte mobilisation des électeurs, diront les observateurs sur place. Au second tour, avec une mobilisation générale, le taux de participation a gonflé pour atteindre les plus de 58,5%. Un taux record, il est supérieur de 10 points celui des régionales de 2010 et de 6 points par rapport à celle de 2004. Cette année, le second tour des régionales a effacé le Front National des régions. Avec 27,10% des voix, il a remporté un seul exécutif régional contre 7 des 13 régions métropolitaines pour la droite avec 40,24% des voix. 5 régions pour la gauche avec 32,12% des voix. Si ces premiers chiffres ont rassuré les Français, ils rappellent néanmoins l'ancrage et l'ascension graduelle du Front National dans le paysage politique français.
Une ascension qui se fait doucement et sûrement. La preuve, pour ce scrutin, il a récolté plus de 6,6 millions de voix. Il bat son propre record du premier tour de la présidentielle de 2012 avec plus de 6,4 millions de voix et des chiffres qui rappellent l'échec de la droite et de la gauche française à séduire leurs électeurs par ces temps de crise économique et sécuritaire et laissent suggérer la présence du Front National aux élections présidentielles de 2017. À quel pourcentage? Seul l'avenir le dira. On reste à l'étranger. Au Mali, l'ONU ciblée par Al-Qaïda à Gao. En Libye, exécution publique. En Turquie, affrontement entre manifestants procure des polices. Enfin, en Argentine, violent accident, en moins 20 morts. C'est le monde aujourd'hui en bref avec Jaouda Abbas. En Libye, Daesh a exécuté à Sirte une Marocaine sur la place publique après l'avoir accusée de sorcellerie et de magie noire et un Palestinien pour espionnage, ont indiqué lundi les agences de presse proches des deux autorités rivales en Libye. La même source a rapporté aussi la mutilation d'un Libyen. Il a été amputé d'une main pour vol. De telles exécutions en public sont déjà menées par Daesh dans les territoires qu'il contrôle en Irak et en Syrie. Sirte, la ville natale de feu Muammar al-Kadhafi, est la principale ville contrôlée en Libye par Daesh, qui gagne du terrain en profitant du chaos politique et sécuritaire que connaît le pays. Daesh y compterait 2000 à 3000 combattants, dont 1500 à Sirte, selon une estimation de l'ONU. De sources sécuritaires françaises, Daesh progresse vers l'intérieur de la Libye avec pour objectif l'accès à des puits de pétrole. Au Mali, un camp de la mission de l'ONU à Gao, la plus grande ville du nord du pays, a été la cible lundi matin de 4 tirs d'obus. Plus de peur que de mal, ils n'ont pas fait de morts ni de blessés. Ces tirs d'obus surviennent au lendemain d'une attaque d'hommes armés contre un poste de sécurité qu'ont fait un blessé parmi les militaires maliens, dont 2 sont portés disparus à Niono, ville de la région de Ségou au centre du pays, où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu la semaine dernière dans le cadre d'une tournée dans la zone. De violents affrontements ont opposé lundi la police à des centaines de manifestations pro-kurdes, dont plusieurs députés du Parti démocratique des peuples HPD pro-kurdes qui dénonçaient le couvre-feu prolongé imposé dans un quartier de Diyarbakir, la plus grande ville à majorité kurde au sud-est de la Turquie. Au moins 2 personnes ont été blessées, une quarantaine d'autres arrêtées. Ankara a imposé le 2 décembre un couvre-feu dans le district de Sur, quelques heures après la mort par balle, dans des circonstances qui n'ont toujours pas été éclaircies, du célèbre avocat Tahir Elsi. Après plus de 2 ans de cessez-le-feu, d'intenses combats ont repris l'été dernier entre policiers et soldats turcs et le PKK. Ils ont fait voler en éclats les pourparlers de paix engagés fin 2012 par Ankara avec les rebelles pour tenter de mettre un terme à un conflit qui a fait plus de 40 000 morts depuis 1984. Au lendemain de la victoire de son parti aux législatives du 1er novembre, le président Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé sa volonté d'éradiquer le PKK. En Argentine, au moins 20 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées lorsqu'un car de police est tombé d'un pont dans le nord-ouest du pays. De sources locales, le car transportant 60 policiers a quitté au petit matin le pont qu'il traversait et s'est abîmé 15 mètres en contrebas dans le lit asséché d'une rivière. Plusieurs personnes restées coincées dans la carcasse du véhicule et le bilan humain pourrait s'alourdir. La page culturelle avec le 6e Festival international du cinéma d'Alger, ou Journée du film engagé, qui a commencé samedi. Hier a été projeté Capitaine Thomas Sankara, un film documentaire qui retrace la vie et le parcours de Thomas Sankara, grand révolutionnaire et anti-impérialiste burkinabé. Le film est réalisé par le cinéaste suisse Christophe Kuplin. Amr Hussein. La 2e journée du 6e Festival international du cinéma d'Alger, ou Journée du film engagé, a projeté le doc sur la vie de Thomas Sankara, au titre éponyme. Il est réalisé par le Suisse Christophe Kuplin, un travail de recherche et de montage savamment élaboré. Dans le real doc de Kuplin, nulle place à la fiction. Sans chichi ni tralala, le réalisateur nous plonge dans la vie de celui qui a incarné et dirigé la révolution burkinabé du 4 août 1983 jusqu'à son assassinat le 15 octobre 1987, lors d'un coup d'État qui a amené son meilleur ami Blaise Compaoré au pouvoir. Mais avant, celui que les Burkinabés nomment affectueusement l'enfant du peuple s'est investi à construire petit à petit son pays, ce que met en avant le cinéaste suisse. Du vaccin de 2,5 millions d'enfants en 15 jours
à l'augmentation du taux de scolarisation de 16% en à peine 4 ans. Il s'agit bel et bien de cet homme qui a changé le nom de son pays. Pour qui ne sait pas, Thomas Sankara a troqué le nom du Burkina Faso, qui veut dire patrie des hommes intègres, contre la Haute-Volta, ce qui en dit long sur le personnage. Un homme qui n'avait rien à voir avec tel qu'on le présentait. Un homme sensible, très sensible. Un homme sensible à ce qui se passe autour de lui. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui l'a réalisé. Excellente soirée à tous.